Red Flag, un podcast de l'OME, Observatoire de la maltraitance envers les enfants. Des jeunes témoignent. Il me dit non, tu restes là. Et du coup, il est assis devant moi et là, il me donne un coup de pied dans le ventre. On disait que c'était moi qui le mettais dans cet état-là, que je le provoquais. Des experts décryptent et s'engagent. Il y a plusieurs stratégies, d'ailleurs des personnes d'auteur qui sont utilisées, des stratégies de contrôle et de manipulation, comme le renversement de la faute, tu m'as provoqué, tu savais que ça m'énerve. Red Flag, imaginé par Amandine Franzoni et Caroline Naudin. Nous sommes psychologues chercheuses, doctorantes à l'UNIL, et les violences envers les jeunes, on veut en parler. Les jeunes, Red Flag, c'est pour vous aider. La violence, c'est pas ok. Violence à l'école, dans le sport, dans la famille et dans le couple. Dans cet épisode, on va parler de violence dans les couples de jeunes. On va entendre le témoignage de Jade, mais avant, avec Caroline, on vous donne des informations sur le sujet. Les violences dans les couples, même chez les jeunes, peuvent prendre plusieurs formes. Il peut s'agir de violences physiques, par exemple des bousculades, des gifles, mais aussi psychologiques avec des insultes et du chantage affectif. Ces violences peuvent être aussi sexuelles, par exemple quand une personne est forcée à avoir un rapport, et elles peuvent aussi être économiques, comme prendre de l'argent à l'autre. Les impacts de ces violences peuvent être importants, même si parfois ça passe inaperçu. Ça peut mener à de la dépression, de l'anxiété, des difficultés à dormir, de l'isolement, ou aussi mener à une perte de confiance en soi ou dans les relations futures. Parfois, ça ne se manifeste pas tout de suite, mais ça apparaît plus tard dans d'autres relations. Ces situations sont loin d'être rares, malheureusement. Dans une enquête menée auprès de jeunes entre 18 et 24 ans dans le canton de Vaud, près d'une fille sur 6 et presque un garçon sur 10 ont déclaré avoir vécu au moins une forme de violence dans une relation de couple. Et là, ce ne sont que les chiffres déclarés, car beaucoup de jeunes ne parlent pas de ce qu'ils vivent. Souvent, comme ces violences se déroulent dans le cadre d'une relation dite amoureuse, les victimes ne réalisent pas toujours qu'elles subissent de la violence. Au-delà des chiffres mentionnés, il y a des victimes, comme Jade, qui a vécu de la violence dans sa relation amoureuse lorsqu'elle était toute jeune adulte. C'est Marion Labo, coordinatrice au sein de l'association Violence Que Faire, qui va nous accompagner pour le témoignage de Jade. Via son site internet violencequefaire.ch, l'association s'engage auprès de toute personne confrontée à la violence au sein du couple, aussi bien les victimes, les auteurs, les personnes de l'entourage ou les témoins. D'ailleurs, ce site propose un service de conseil anonyme et gratuit. Il est temps de retrouver Jade. Voici son témoignage. C'est un garçon que j'ai rencontré quand j'avais 19 ans. Je le connaissais de l'école. Pendant le Covid, moi, ça a été une période assez difficile pour moi aussi familialement. Ce garçon, je l'ai trouvé sur Instagram. Et donc, je lui ai écrit parce que je le trouvais mignon, quoi. Enfin, il avait quelque chose. Moi, je pense pas que je suis tombée très amoureuse de lui, mais on s'est mis ensemble rapidement. Tout de suite, il y a un truc chez lui qui m'a touchée, c'était qu'il avait beaucoup de failles. Ça se voyait qu'il n'était pas bien en lui, il avait beaucoup de colère. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, moi, dans ma vie, comme j'étais mal, je crois que j'avais besoin d'être avec quelqu'un qui était encore plus mal que moi. Mais c'est inconscient. Et il y a aussi ce truc un peu du sauveur, forcément. On a commencé cette relation et il était gentil. Voilà, il n'y avait rien de spécial. Ça a commencé avec beaucoup de jalousie, même que ça soit sur les réseaux, mais les ex-petits copains que j'avais pu avoir, c'est avec qui t'es sorti. Enfin, lui, je l'aime pas, bref, voilà. En fait, la manière dont j'étais lui convenait pas. Parce que j'étais trop sociable, ou parce que je rigolais trop avec les autres, ou parce que voilà, j'étais moi-même, mais ça ne lui convenait pas. Et puis, il y a une fois où on allait à un repas avec ses copains, on est rentrés les deux, et sur le chemin, il s'énerve. Il était souvent énervé contre moi, mais je ne comprenais jamais vraiment pourquoi. Enfin, pour moi, j'avais rien fait, mais il était toujours énervé. Et puis, sur le chemin, il s'énerve, et puis là, il frappe contre un grillage. Et en fait, là, c'est la première fois où je me suis dit, mais là, c'est disproportionné. Encore, il peut être jaloux, voilà.
Mais là, il y a un truc physique contre un grillage, enfin bon, ça n'a aucun sens, quoi. Donc, moi, ça me calme un peu, quoi, parce que je me dis, mais bon, j'ai pas envie que son poing, il m'arrive dans la tête. Mais franchement, je pensais pas à ce moment-là qu'un jour, ça pouvait arriver. Et donc, je le calme, et puis, la soirée se passe. Il y a une autre fois où on mange chez sa maman, et puis il est nerveux contre moi, une fois de plus. Puis je lui dis, viens, on va faire une petite balade en bas, on discute. Il s'énerve, je ne sais plus du tout les raisons. Et puis là, il tape avec son pied contre un grillage, il se fait mal. Donc il faut que je l'amène à l'hôpital parce qu'il s'est fait mal au pied. Et puis... La première fois où ça a été plus grave, on est allé à un anniversaire. Et en fait, moi, cette soirée, il y avait une fille qui était là et que j'aimais pas trop. Et je lui avais dit, elle sera là, donc ça me saoule un peu qu'elle soit là, parce que franchement, je l'aime pas. Bref, on en avait parlé un peu comme ça. Sur le chemin pour aller à cet anniversaire, il me parlait pas, il était déjà énervé. Donc moi, je sentais déjà que j'avais pas passé une bonne soirée. Et puis, on arrive à cet anniversaire, on dit bonjour à tout le monde. Moi, je me mets dehors, donc c'était l'été. Je me mets dehors, il y a une table ronde. Et en fait, je m'asseye à côté de cette fille que j'aimais pas et on commence à discuter. Et en fait, là, elle est vraiment cool. C'est vraiment chouette, on discute. Elle n'est pas du tout comme elle était à l'école avec moi. Donc c'est cool, quoi, je passe un bon moment. Je vois qu'il me regarde, mais il ne me regarde pas bien parce qu'il se dit qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle parle à cette fille, enfin, voilà. Et puis il passe une première fois derrière moi et il me tire les cheveux, comme ça en arrière. Du coup, il y a ma tête qui part et je comprends pas, je me retourne, puis il passe, mais il se retourne pas. Ensuite, il s'asseye à la table ronde, en face de moi, à côté d'un de ses potes. Et puis, il lui parle un peu à l'oreille, comme ça, puis il monte du doigt. Moi, je continue à parler avec cette fille, mais bon, personne ne captait vraiment, quoi. Mais moi, je sens qu'il y a un truc. Quelques minutes se passent, la fille se lève pour aller boire un truc, ou je sais plus. Il se met à côté de moi, et puis il me fait comme ça pour que je m'approche. Je vais vers lui, et il me dit « sale pute ». Je sens que lui, il est dans un truc là où ça va pas. Moi, je suis à cette soirée, je suis là pour lui. C'est ses potes, c'est pas vraiment mes potes. Je vais partir parce que voilà, j'ai rien à faire là. Je vais au fond du jardin. Je vais me commander un Uber parce qu'on est assez loin de chez moi. Il s'asseye à côté de moi. Et puis du coup, quand il s'asseye, moi, je me lève. Donc je suis face à lui. Et puis il me dit « Ouais, tu fais quoi ?» Je lui dis « Écoute, je vais rentrer. Voilà, je suis pas bien. Je sens que t'es énervé. Peut-être que t'as pas envie que je sois là. Donc c'est pas grave, je rentre. » Il me dit non, tu restes là. Et du coup, il est assis devant moi et là, il me donne un coup de pied dans le ventre. Je dis rien, donc je fais demi-tour et je vais dans la maison pour aller aux toilettes. Je fais pipi, j'éteins la lumière, j'ouvre la porte et il est là. Il est vraiment en face de moi. Et je lui dis, tu m'as fait peur. Là, je vois ses yeux, moi c'est des yeux que j'oublierai jamais, mais des yeux de démon, quoi. Et donc là, en fait, ça se passe hyper vite. Il m'attrape la gorge, donc il m'étrangle, il me frappe. Je crie, mais en fait, on est à une fête, quoi. Donc il y a de la musique, donc personne n'entend. Il attrape ma veste, moi j'essaie de me débattre. Donc on se bat, quoi. Et là, il y a un de ses potes qui passe et qui pense qu'on se bat pour rire. Et du coup, à un moment, je me retourne, puis en fait, il voit mon visage, quoi, où j'étais complètement paniquée. Il nous sépare, les gens commencent à comprendre qu'il se passe un truc, enfin bon, ils nous séparent. Moi, il y avait des escaliers, je monte les escaliers, je m'asseye dans une pièce complètement paniquée, et puis ce garçon-là qui nous a séparés monte, puis il me dit, il se passe quoi ? Je lui dis, mais ton pote, il est fou, je comprends pas, il est fou. Bon, je me calme un peu, et mon Uber arrive finalement, donc je descends. Et puis là, il pose son téléphone par terre, puis il me le balance avec le pied. Donc son téléphone arrive vers mes pieds, puis son téléphone est complètement cassé, quoi. Il est en 1000 morceaux. Et il me dit « Tu vois ce que tu me fais faire ?» Je prends finalement ce Uber, je passe chez lui, je prends toutes mes affaires et je rentre chez moi. Le lendemain, il y a sa maman qui m'appelle. Elle me demande ce qui s'est passé. Elle me dit il est arrivé chez moi ce matin complètement en pleurs. Il s'est passé quoi ? Je lui dis je suis vraiment désolée de vous dire, mais hier votre fils, il m'a frappé, quoi. Et moi je peux pas accepter ça. Il me dit ah oui, mais écoute, tu sais,
il a beaucoup de problèmes, il faut que tu le comprennes, c'est difficile pour lui, etc. Il y a sa sœur aussi qui m'écrit et qui me dit mais il faut que tu le comprennes, il est en train d'arrêter de fumer. Et là, lui m'écrit beaucoup de messages, il s'excuse, il m'apporte des fleurs, il me dit à quel point il m'aime, à quel point il est désolé, à quel point... voilà, qu'il y a des belles choses. Et il me demande juste qu'on se voit pour discuter et pour qu'il s'excuse aussi. Moi, à ce moment-là, en fait, j'ai tellement pas compris, parce que pour moi, il n'y avait vraiment aucune raison objective pour que ça se passe, que j'ai aussi besoin de réponses, quoi. Donc, j'y vais. Il s'excuse, il me dit que voilà, il est désolé, que ça se repassera pas, qu'il fera tout pour moi, que toutes ces belles choses. Et en fait, moi, je suis de nature déjà très empathique, mais là, je me dis, en fait, c'est une petite chose très fragile en face de moi. Je me dis, bon, voilà, lui, il y a eu un trop-plein. Moi, peut-être que j'ai eu un comportement qui l'a blessé ou qui l'a déplu. Donc, bon, voilà, c'était une fois comme ça, quoi. Je rentre chez moi, vraiment, je me dis, mais le pauvre, il me fait tellement de peine, quoi. Il m'a vraiment fait beaucoup de peine. Donc, je lui laisse quand même quelques jours où il rame un peu, mais bon. Et on se revoit et en fait, on recommence notre relation. Il y a toute une période où tout va bien. Il était un peu en conditionnel parce que je lui ai dit, moi, ça ne se repassera pas. Donc, il y a eu toute une phase où ça allait bien, où il essayait de se rattraper. Et puis, ça a recommencé un petit peu. Il continue à avoir des comportements que j'acceptais pas. Mais comme c'était toujours pas aussi grave que la première fois, c'est comme si je pouvais pas vraiment le quitter. J'avais pardonné une première fois où c'était grave. Et donc les autres trucs, bon, voilà, ça va pas, je suis pas d'accord, mais c'est trop dur de partir. On sent dans le témoignage de Jade comme une escalade de la violence. Est-ce que c'est ça qu'on appelle le cycle de la violence ? Alors c'est vrai que ce qu'elle explique, ça fait beaucoup penser au cycle de la violence où on sent la tension monter progressivement jusqu'à l'agression. Puis ensuite, des mécanismes un petit peu de survie. Elle va aux toilettes pour commander un Uber. On sent dans son récit qu'elle est là dans un environnement hostile, en fait. En plus, elle est pas entourée de ses amis, elle n'est pas chez elle, etc. On sent ce cycle de la violence. La tension monte progressivement. Il y a l'agression, avec l'agression physique. Et puis ensuite, il y a le lendemain la phase d'excuse. Il lui amène des fleurs, elle le pardonne. Et puis, il y a une période où ça va bien. Un peu ce qu'on appelle dans ce fameux cycle de la violence, un petit peu la période de lune de miel, entre guillemets. Et ça recommence. Malheureusement, on sait que ce cycle de la violence, c'est un mécanisme qui a tendance à se répéter et parfois à s'intensifier avec le temps. Si rien n'est entrepris quelque part pour le stopper. Et est-ce que c'est ce cycle de la violence, avec cette période de lune de miel, qui fait que quand ça arrive la première fois, on a de la peine à partir ? Ça explique en partie. Et puis aussi, quand c'est la première fois que la violence, elle se manifeste dans une relation amoureuse, elle est souvent brutale et inattendue. Parfois, la victime, elle est dans un état de sidération. Elle peut être figée et vraiment incapable de réagir. Tout d'un coup, ce qu'elle vit, finalement, ça colle pas avec ce qu'elle connaît de son partenaire. Elle pouvait dire au début, il était très gentil. Pour elle, pour la personne victime, en tout cas, c'est ce que souvent les victimes partagent. Elles vivent comme un conflit très intérieur qui est très désagréable, puis c'est inconfortable. Et puis, finalement, pour réduire un petit peu ce sentiment, il est probable qu'elles vont essayer elles vont minimiser ce qui s'est passé ou justifier ce qui s'est passé en disant, il était fatigué, ou c'est moi qui ai mal compris, c'est une erreur, ça se reproduira plus. L'explication, c'est aussi qu'il y a de l'attachement et de l'amour dans ces relations. Comment on fait pour partir après ça et comment on fait dans ces situations où on a l'impression qu'on ne peut plus s'en sortir ? Il n'y a pas de recette magique, mais disons que déjà, se dire qu'en fait, on a le droit de partir à n'importe quelle étape de sa relation.
En parler à une personne de confiance et bienveillante, ça peut être vraiment une amie, une personne de l'entourage, ça peut être aussi un ou une professionnelle, psychologue ou organisation spécialisée, comme écrire de manière anonyme sur le site violencequefaire.ch. Mais en fait, pas rester seul et puis en parler, et puis parler de ses doutes et de ses ambivalences. Ça permet des fois déjà d'y voir un petit peu plus clair. Jade parle aussi de l'auteur qui veut la rendre coupable, comme si c'était de sa faute. On l'écoute. Il disait que c'était moi qui le mettais dans cet état-là, que je le provoquais, que j'étais trop ci, trop ça, pas assez. En fait, je savais que cette situation, elle allait pas, et qu'il fallait que je me sorte de ça. Mais sur le moment, je me disais, on ne peut pas avoir une réaction aussi violente et aussi grave pour rien. Donc, c'est que quelque part, peut-être que voilà, j'ai pas vu, mais j'ai fait quelque chose qui l'a blessé, ou c'est quelque chose que voilà, je peux pas comprendre, mais que lui ressent comme ça. Donc, je m'excusais pour atténuer la situation, et je m'excusais aussi pour de vrai si j'avais fait quelque chose qui l'avait déplu. Les personnes qui écrivent sur le site violencequefaire.ch, les personnes qui subissent de la violence, nous posent très régulièrement cette question-là. Est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce que je suis responsable ? Est-ce que je l'ai poussé à bout ? Donc très souvent, en fait, les personnes victimes, elles ont le même ressenti que Jade. Donc la culpabilité, en fait, oui, c'est une émotion qui est extrêmement fréquente chez les victimes de violences au sein de relations intimes ou amoureuses. Alors que la personne responsable des violences, c'est celui qui recourt à la violence. À aucun moment, quelles que soient les raisons, la personne victime est responsable. Alors aussi, je pense ce qu'il faut soulever, c'est que finalement, le terreau, quelque part, il a été bien préparé aussi par la personne auteur de façon très progressive pour que la victime se sente coupable alors qu'objectivement, elle n'est pas responsable. Il y a plusieurs stratégies, d'ailleurs des personnes auteurs qui sont utilisées, des stratégies de contrôle et de manipulation, comme le renversement de la faute, tu m'as provoqué, tu savais que ça m'énerve, la dévalorisation aussi progressive, tu ne vaux rien, personne ne t'aimera comme moi. Il y a aussi le détournement cognitif ou le gaslighting, un petit peu c'est un terme qui veut dire la même chose. C'est vraiment ce doute qui est finalement imposé à la victime sur sa perception ou sa mémoire. La personne d'auteur qui va dire « mais non, ça s'est pas du tout passé comme ça ». En plus, c'était une de ses premières relations finalement à Jade, si j'ai bien compris. Donc c'est effectivement, c'est aussi difficile de savoir quand on est jeune et que l'on n'a peut-être pas eu... ni d'exemple, ou si finalement on n'a jamais parlé de ce qu'est une relation saine, de savoir finalement ce que c'est. Puis il y a aussi le mythe finalement de la femme battue. On s'imagine que la violence conjugale, ou de la violence au sein des relations amoureuses, c'est que de la violence physique et sexuelle et ultra brutale et violente, alors qu'en fait il y a des prémices aussi à ça, et puis du coup on ne se reconnaît pas dans ce statut de victime. Puis il y a des mythes aussi autour des relations amoureuses qui peuvent être présentes chez les jeunes, comme la jalousie excessive, c'est une preuve d'amour, par exemple. Il y a ça d'un côté, puis aussi le fait que quand on est on vit une de ses premières relations amoureuses, on se découvre aussi en tant que personne amoureuse. Et puis si on n'a pas d'autres modèles, on va dire, plus positifs avant, ça peut être difficile de savoir si ce qu'on vit est normal ou pas. Jade a parlé à son entourage, mais sur le moment, l'écoute de ses proches n'a pas été celle qu'elle attendait. Voici la suite de son témoignage. J'en ai parlé à mon frère, donc lui m'a dit de porter plainte, je lui ai dit écoute non. Et en fait après il m'en a plus vraiment parlé. Donc on n'est pas revenu sur le sujet. Et ma meilleure amie, je lui en ai parlé, et quand elle a su qu'on se revoyait, elle m'a dit, écoute, moi je te mets un ultimatum, c'est soit tu continues à le voir, et c'est fini, notre amitié, parce que moi j'accepte pas, et il faut que toi ça te fasse un déclic, soit on t'arrête avec lui, et voilà. Sauf que moi à ce moment-là, en fait c'est comme si j'avais pas le choix d'y retourner. Donc j'aurais pu, parce qu'aujourd'hui on est encore amis, heureusement, mais j'aurais pu vraiment briser une amitié de passer 10 ans pour ça.
Je savais qu'on ne pouvait pas forcément comprendre, mais j'aurais voulu savoir que si j'avais besoin d'en parler, il y avait quelqu'un sur qui je pouvais compter. Parce que par exemple, ma meilleure amie, elle a voulu faire bien en me disant c'est soit lui, soit moi. Sauf que moi, j'ai fait le choix de rester avec lui et donc je savais que je ne pouvais plus lui en parler à elle. Il ne faut pas rester seul avec ça. Même si on sait qu'on vit des choses qui ne vont pas, même si on pardonne l'inacceptable, on peut continuer à dire qu'on est malheureuse ou que ça ne va pas. Parce que je crois qu'une fois qu'on a un peu pardonné la première fois, c'est comme si on était un peu coincé en disant voilà, j'ai pardonné une fois donc maintenant je ne peux plus rien dire. C'est faux. Il faut rester en contact avec les autres. Il ne faut pas trop s'isoler. Et il faut parler. Il faut chercher peut-être aussi de l'aide. Si les personnes autour, les premières personnes de contact, que ce soit la famille ou les amis, s'il n'y a pas la réponse qu'on veut, voilà, il faut chercher ailleurs, quoi. Mais souvent, moi, je l'ai senti vraiment comme ça, où j'en ai parlé une fois, 2 fois, je voyais que j'avais pas la bonne réponse, ou en tout cas celle que j'attendais. Donc je me disais, je vais plus en parler. Mais non. Et puis il faut se dire aussi que les personnes autour, elles sont aussi démunies par rapport à ça. C'est pas qu'elles veulent pas forcément vous aider, mais c'est qu'elles savent pas comment faire aussi. Marion Labo, quel est le bon comportement à adopter par l'entourage d'une victime qui vient se confier, même si elle ne dit pas tout ou si on n'est pas forcément d'accord avec ses choix? C'est vraiment d'abord d'avoir une position d'écoute de la personne victime, sans porter de jugement, ni de remettre en question le ressenti, ni la violence qu'elle subit, de montrer tout simplement qu'on est là. On peut aussi, en tout cas dans la posture qu'on peut avoir vis-à-vis d'un ami qui confie subir des violences, c'est demander de quoi il ou elle a besoin. Une autre chose aussi, et c'est vrai que peut-être ça c'est apparu un petit peu dans le témoignage de Jade, c'est important de respecter le rythme de la personne qui vit de la violence et de pas la brusquer, dans le sens que ça a vraiment pour risque finalement que elle se referme sur elle et puis qu'elle coupe le lien. Ensuite, si vraiment on se sent un petit peu à bout de ses limites, c'est dire qu'il y a des professionnels, dire à la victime, transmettre qu'il y a des professionnels qui peuvent écouter de manière bienveillante, sans juger, que ce soit gratuit. Les jeunes peuvent aussi s'adresser par exemple à des centres d'aide aux victimes d'infractions où c'est gratuit et confidentiel. Mais ce qui est, je pense, important de transmettre aux proches, c'est que leur soutien n'est jamais inutile, même s'ils peuvent penser parfois en fonction de la phase dans laquelle la victime est ou qu'elle retourne avec le partenaire ou la partenaire d'ailleurs qui recourt à la violence. Elle avance à son rythme et puis que le soutien en tout cas des proches, c'est semer des petites graines qui vont germer ou pas. C'est jamais inutile. Comme pour les personnes victimes, j'encourage à pas rester seule en fait, à pas porter cette situation seule. Parler de cette situation à des professionnels, comme sur violencequefaire.ch, qui sont là aussi pour les personnes de l'entourage d'ailleurs. Je le rappelle, ça paraît peut-être évident, mais si on sait vraiment que une proche, elle est en danger immédiat, les proches, il faut pas non plus qu'ils hésitent à appeler la police en fait au 117 quand il y a urgence. C'est vraiment c'est la police. Même si on sait qu'on vit des choses qui vont pas et qu'on pardonne, même si on pardonne l'inacceptable, on peut continuer à dire qu'on est malheureuse ou que ça va pas. Parce que je crois qu'une fois qu'on a un peu pardonné la première fois, c'est comme si on était un peu coincé en disant j'ai pardonné une fois donc maintenant je peux plus rien dire. C'est faux. Il faut rester en contact avec les autres. Il faut pas trop s'isoler. Est-ce que c'est courant que les victimes s'isolent ? C'est très courant. Parfois, c'est l'auteur qui fait en sorte que l'on s'isole en faisant comprendre, par exemple, qu'il n'apprécie pas certaines personnes de notre entourage. Puis du coup, pour éviter de le contrarier, on va soi-même s'isoler, ou parce qu'on ressent de la honte par rapport à ce que l'on vit dans sa relation. Et puis, quand on traverse ce type de situation, de relation, être en contact avec son entourage qui nous connaît bien, ça peut faire un peu l'effet d'un miroir, en fait. Nous renvoyer à ces contradictions, et ça peut être désagréable, et du coup, fait qu'on peut s'isoler un moment d'eux. Donc on peut s'isoler
parce qu'on sent, donc on fait le choix nous-mêmes de s'isoler, ou parce que l'autre, le partenaire, le demande. Exactement. Ou nous le fait comprendre de manière implicite, oui. On écoute la suite et fin du témoignage de Jade, son message, et ensuite, elle vous posera une question. Il faut parler, il faut chercher peut-être aussi de l'aide. Je crois que c'est important de dire que même à la première claque ou au premier coup de poing dans les grillages, au premier coup de pied ou la menace ou peu importe, non, c'est pas ok. C'est pas acceptable et puis qu'il faut arrêter de normaliser ça. Je crois qu'il faut se faire confiance et que on sait quand on est dans une relation qui ne nous convient pas et on sait quand il y a un danger. Et je pense qu'il y a un petit truc qui s'allume, un sentiment, un ressenti, peu importe, mais quelque chose qui nous dit. Et même si c'est le tout début, et peut-être qu'il n'y a pas encore des comportements hyper violents, mais c'est le début, il faut s'écouter et il ne faut pas attendre en fait que ça soit trop tard, quoi. On a vraiment l'impression que Jade a un recul impressionnant sur la situation. Marion Labo, vous avez des conseils à ajouter ? Jade a dit beaucoup de choses, c'est très précieux. Peut-être du coup, souligner une dernière chose qu'elle a pu mentionner, c'est vraiment être à l'écoute de sa petite voix intérieure qui nous dit que c'est pas ok, que quelque chose n'est pas normal. Si on sent que quelque chose n'est pas normal, mais même si on n'est pas sûr, en fait d'écouter quand même cette petite voix et puis s'entourer, parler de ce que l'on vit. Car on l'a vu, la violence, elle enferme et puis elle entoure souvent les victimes dans le silence. Chercher de l'aide, je crois que c'est vraiment le conseil à transmettre. Et si on a cette petite voix ou cette petite chose en nous qui s'allume, vers qui on peut demander de l'aide ? En Suisse, il y a plusieurs organisations, structures qui existent et qui sont vraiment spécialisées dans le domaine des violences domestiques. Déjà, c'est important de savoir que dans chaque canton, il y a des centres d'aide aux victimes d'infractions, les centres LAVI. Les jeunes peuvent s'adresser à ces centres LAVI. Les entretiens sont confidentiels et gratuits avec des professionnels spécialisés dans ces questions-là. Aussi, il y a dans pas mal de cantons des centres de consultation ou d'hébergement. Dans le canton de Vaud, il y a le centre d'accueil Malais-Prairie, qui n'est pas seulement un hébergement d'urgence, mais qui a aussi un centre de consultation où il est possible d'avoir un entretien gratuit avec un ou une professionnelle. Si la démarche, peut-être d'avoir un entretien direct, il y a encore un peu d'appréhension, c'est possible d'écrire en ligne de manière anonyme et gratuite sur le site violencequefaire.ch et puis des professionnels répondent vraiment personnellement et avec soin aux demandes. Pour terminer, voici la question que Jade vous adresse. Pourquoi ? Pourquoi il y a un moment où en fait ça vrille ? Pour moi, c'est comme un peu des moments de folie. Enfin, c'est des moments où il n'y a plus rien qui arrête la personne, quoi. Si je résume la question de Jade, ça revient un petit peu comme vraiment demander pourquoi la personne elle est violente. Pour moi, c'est pas un moment de folie dans le sens où ça laisserait entendre qu'en fait c'est une perte de contrôle. Alors qu'on le sait par rapport aux personnes qui recourent à la violence que bien souvent, il s'agit plutôt en fait d'une prise de contrôle de l'autre. La personne qui recourt à la violence, elle a quand même toujours le choix de faire autrement. Elle le fait d'ailleurs dans d'autres contextes. Souvent, la personne qui agresse l'autre dans la sphère intime ne le ferait jamais avec un enseignant ou avec un supérieur hiérarchique. La responsabilité, elle revient vraiment à la personne auteur de violence. Voilà, c'est ce que j'ai envie de répondre à Jade. Avant de terminer, nous aimerions revenir sur certaines situations pour savoir si ce sont des red flags ou non. S'isoler de ses amis quand on est dans une relation, red flag ? Red flag. Minimiser ce qu'on vit auprès des autres, red flag ? Également red flag. S'excuser alors qu'on a l'impression qu'on n'a rien fait, red flag ? Absolument un red flag. Et la jalousie, red flag ? La jalousie, elle peut être normale dans les relations amoureuses, mais disons la jalousie excessive, red flag. Et comment on reconnaît ces red flags ? En se posant la question,
qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis que je suis dans cette relation, ou depuis le début de la relation? Qu'est-ce qui a changé entre avant et maintenant? Et puis, peut-être que déjà, si on se rend compte, mais je ne vois plus mes amis par rapport à avant. Avant, j'avais confiance en moi. Maintenant, je suis plus anxieuse ou déprimée. Ce sont des signaux quelque part que quelque chose ne joue pas. Donc, je crois vraiment se poser cette question, mais qu'est-ce qui a changé depuis le début de la relation et entre avant la relation et maintenant, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Marion Labo, merci beaucoup. Si ce que vous venez d'entendre vous fait penser à une situation que vous vivez ou vous fait penser à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à faire appel aux ressources qui sont en description de l'épisode. Un grand merci à Jade pour son témoignage, car c'est pas facile de parler. Grâce à elle, mais aussi grâce aux autres jeunes qui ont accepté de témoigner pour Red Flag, on participe à la lutte contre la violence envers les jeunes. La violence, c'est pas ok, et ça ne le sera jamais. On sait que c'est pas facile, mais essayez de ne pas rester seul.